en 90, donc on commence à parler d'intelligence artificielle. Et puis en 2010, avec l'émergence d'Internet, parce que l'Internet émerge massivement à partir des années 90, 93 en Europe en fait. Et en 2010, eh bien, avec Internet, le data va se constituer, et c'est le véritable carburant de l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui va redonner un renouveau en fait à l'intelligence artificielle telle qu'on la nommait en 90, mais nous sommes en 2020 et aujourd'hui on parle de deep learning. Et c'est l'alliance de ces deux outils-là qui va permettre véritablement de construire des outils auxquels on est confronté aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer, c'est que dans un système de réseau neuronal, et ce qui est extrêmement troublant en fait, si on demande à un système de réseau de reconnaissance de la parole ou de l'image, eh bien, il va finir par donner un résultat qui va se rapprocher de 100%, avec une petite erreur. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et alors que quand on faisait de la programmation, lorsqu'on faisait du code jusqu'à présent, eh bien, on avait un déterminisme total, on maîtrisait véritablement le modèle codé. Et là, c'est difficile de confier, en fait, aujourd'hui à ces formes d'intelligence, le choix par exemple de poser un Boeing 747 avec plusieurs centaines de personnes à l'intérieur, ça devient un peu compliqué. On n'en est pas encore tout à fait là, ça viendra. Et c'est ce que, en particulier, Stéphane Malat, qui occupe la chaire des sciences des données au Collège de France, nomme en fait comme étant la malédiction de la complexité. Et le souci qu'il a, lui, c'est de réduire justement ces complexités-là. On ne parle plus de déterminisme, on parle d'une forme d'empirisme, en fait. Ça a donné l'apparence, enfin l'émergence à de nouveaux métiers qu'on appelle les data scientists. Tout ça, ça construit le big data. Il faut nettoyer un peu le big data parce qu'on ne peut pas utiliser des données si elles sont... Enfin, bref, c'est un métier de faire ça. Donc on assiste à une explosion des données, véritablement, à partir de ce visuel-là, cette source-là donne à partir de 2002, ça explose en fait, on le sait. Pour donner des ordres de grandeur, une image c'est de l'ordre du million, les réseaux sociaux on est sur de l'ordre du milliard de données, la physique c'est 10 puissance 24, 10 puissance 100 c'est le nombre d'atomes de l'univers, et ce que dit Stéphane Malat c'est que la problématique c'est qu'on est dans des problématiques de l'ordre de 10 puissance D, et lui ce qu'il dit, c'est son propos, c'est il faut trouver des stratégies pour réduire ce qu'il appelle cette malédiction de la complexité, c'est-à-dire descendre en dimension en fait. Donc il y a des stratégies, c'est des maths. Il y a en particulier 3 paradigmes qui permettent en fait aujourd'hui d'utiliser les outils d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle classification, régression, supervision. Je vais essayer de vous les décrire rapidement. La classification, clustering en anglais, c'est ce que font les banquiers en fait lorsqu'il y a un nouveau client qui rentre dans une banque. L'idée c'est de savoir dans quelle catégorie il appartient. Est-ce qu'il gagne beaucoup d'argent ou pas? Et est-ce qu'il va dépenser beaucoup d'argent ou pas? Est-ce qu'il est économe ou pas? Et à partir de là, le système va permettre de lui proposer normalement des services adaptés à sa situation. Voilà. La régression c'est un tout petit peu différent, c'est en least square fitting, c'est-à-dire méthode des moindres carrés. Ça permet en fait de faire de l'interpolation, voire de l'extrapolation. L'idée c'est qu'on a une collection de données et on veut pouvoir trouver une loi qui permette de faire à partir de cet échantillonnage, de trouver où se situe un nouveau candidat, en fait. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire de la régression linéaire, on peut utiliser d'autres modèles, des coniques, des cubiques, de l'exponentielle. La supervision, c'est ce qui permet, en fait, c'est décrit par cette formule-là, en fait, une image, vous pouvez considérer que ce sont des datas, en fait, ce sont des pixels codés, et on va essayer de faire en sorte que le système, en réglant les alpha-i, en fait, arrive à répondre à une question, quelle qu'elle soit, avec un taux d'erreur minoré, on va dire. Et alors, les alpha-i, c'est justement la capacité pour les réseaux neuronaux, avec des tas de stratégies. Le souci, c'est que, justement, la malédiction des données, de la complexité, c'est que les alpha-i, il y en a beaucoup, et que avoir une lecture, on va dire, globale et maîtrisée de leur état, c'est très difficile, en fait. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que le deep learning, on a des paradigmes d'outils qui sont non supervisés. Puis, nous également, il y a la supervision humaine. Donc, en fait, dès qu'on est sur Google, on est en train de superviser, de rajouter, justement de régler les alpha-i d'une certaine manière, parce que, plus ou moins consciemment d'ailleurs, mais quand vous êtes sur YouTube et que vous écoutez, je sais pas, James Brown, il va certainement vous proposer et identifier que vos goûts sont plutôt du côté de la soul music, il va proposer peut-être Sam and Dave après, quelque chose comme ça, ou autre chose. Les outils vont se déplacer. En fait, j'avais fait une communication dans le AFCO
dans le labo en disant en parlant de la disparition de l'interface homme-machine. En fait, ce système-là, il y a plusieurs startups, il y a celle-là, Neurable. Vous voyez que cet utilisateur-là, cette jeune femme, est en immersion 3D. Le système sait ce qu'elle regarde en immersion, et le système analyse à 300 Hz ce qui se passe un peu dans son cerveau. Et en fait, le système est capable de comprendre que d'abord ce qu'elle regarde, l'objet, il est identifié et elle va vouloir le déplacer à tel endroit. Donc le dialogue homme-machine, c'est-à-dire nos étudiants jusqu'à présent, on leur apprenait à dessiner avec une souris sur un écran, et vous voyez que ces paradigmes-là sont en train d'évoluer. Bon, ce sont des startups aujourd'hui, il y en a plusieurs, ça en est une parmi d'autres. C'est Neurable, en fait, en particulier. Et puis, la complexité. Aujourd'hui, les archéologues font des scans avec de la stéréophotogrammétrie. Et en fait, un fichier comme ça, c'est un nuage de points où on a codé dans un format PLI les pixels, la normale des pixels et les coordonnées, en fait. Et on a tout de suite un fichier de 12 gigaoctets, en fait. Le problème, c'est que les archéologues sont ravis, ils remplissent les disques durs à foison avec ça, ils numérisent des sites à Rome d'une manière exceptionnelle. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que la complexité, elle est là. Dépasser le vocabulaire de la géométrie, elle est sur le vocabulaire, je pense à Jean-Marie Pérouse de Monclos, c'est-à-dire simplement le vocabulaire de l'architecture. Est-ce que ceci est une voûte? Mais on peut la qualifier. Est-ce que c'est une voûte romane? Est-ce que c'est une voûte gothique? Est-ce que c'est une voûte moderne? On peut aller encore un peu plus loin. Et puis, par exemple, ceci est un arc. L'avenir de ces outils-là, tel que j'imagine, c'est justement un dialogue homme-machine où le système interprète le geste de l'utilisateur et va lui proposer un certain nombre de choses, en fait, en fonction avec une certaine probabilité. Pour ce qui est de l'émergence de ces outils-là dans l'espace public, vous voyez que cette photo, vous voyez que les jeunes adultes qui sont là, je crois qu'il n'y en a que 2 qui n'ont pas le nez sur leur smartphone, et on fait tous pareil, d'une certaine manière. Donc on est dans une espèce d'émergence, là, jusque dans l'espace public, il se passe un dialogue avec l'intelligence artificielle mondiale, voilà. La consommation mondiale des data centers, c'était 7% de la consommation énergétique mondiale, et que tout ça, à moins qu'il y ait on va dire un changement de paradigme sur la technologie, en particulier peut-être avec les qubits, enfin les ordinateurs quantiques, tant qu'on va rester sur des corps en silicium, en fait, et de plusieurs noyaux, eh bien, on ne va pas franchement passer comme ça de 7% à 14, puis à 28. En fait, il y a une espèce de plafond de verre il va falloir gérer cette chose-là. Alors, il y a plusieurs stratégies pour ça. Ici, c'est celle de Microsoft, où l'idée, c'est de mettre... il y a des industriels qui disent on va mettre des data centers au fond des fjords, près des glaciers, ou au fond de la mer. Bon, on verra. Mais c'est une question qui est posée. Il va falloir, et ça pose d'ailleurs une question, ça questionne évidemment, ça renvoie à l'environnement et puis à l'éthique, en fait, évidemment, tout de suite. Nous avons le BIM, ce que j'appelle le BIM augmenté, en fait. Nos architectes praticiens ont mis 10 ans pour voir apparaître, pour comprendre que le BIM existait, en fait. Et aujourd'hui, le BIM est dans les agences, c'est une réalité. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que le BIM Power, IoT, plus Big Data, plus AI, plus Smart Contract, plus NBIC, plus Blockchain, ça va devenir, en fait, un outil super intelligent qui va être la suite du BIM, en fait. Mettre de l'intelligence sur les contrats dans la maîtrise d'œuvre, c'est quelque chose qui va apparaître. Je pense qu'on y est déjà. Voilà. Et ça va poser la question de quelle esthétique, de la création architecturale, en fait. Dans quelle direction ça va partir. J'ai assisté récemment avec un architecte que je ne nommerai pas à un dialogue entre un architecte et un représentant de son bureau d'études. Et l'ingénieur du bureau d'études disait « Oui, mais de toute façon, on sait bien qu'on ne lit plus les comptes rendus de chantier. » Et en fait, peut-être que dans cette situation-là, et c'est vrai que tout va très vite, etc. Donc, et si on ne lit plus les comptes rendus de chantier, il y a un petit souci, c'est-à-dire que ça va coûter cher, en argent, en temps, en déplacement, etc. Celui qui lira de toute façon in fine les comptes rendus de chantier, ça sera le juge, ou l'expert du juge. Peut-être qu'il y aura une intelligence artificielle qui va aider les architectes et la maîtrise d'œuvre, en fait, pour mettre des alertes sur ces choses-là, parce que c'est aussi du big data.